Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les activités de la 29e édition ont été lancées ce mardi 1er octobre autour du thème la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Cette année, le parrain national du mois de la solidarité est l'historien professeur Jean Bosco Konaré. Pour en parler, nous recevons comme invité de la semaine Dr Abdoulaye Guindo. Il est le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Bonsoir, Monsieur Guindo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, ma première question, un mot sur l'esprit de ce mois. Rappelez-nous qu'est-ce qui a motivé son instauration. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Vous dire que comme vous savez, pendant le mois d'octobre, il y a beaucoup de journées. Et comme vous le constatez, il y a la journée Octobre Rose, il y a la journée de la canne blanche, la journée des personnes âgées et la journée surtout de la journée mondiale de lutte pour la santé mentale. Et donc au vu de tout cela, donc la Direction nationale du développement social a instauré le mois de la solidarité depuis 1995. C'est en 2021 que ça a été institutionnalisé à travers le décret 01468 PRM du 27 septembre. Alors l'esprit, c'est quoi? C'est de cultiver la promotion de la solidarité au sein de la population et aussi des actions de renforcement des capacités des groupes vulnérables pour lutter contre les exclusions. Et c'est un mois de plaidoyer, un mois d'information surtout, encore une fois, pour rappeler nos habitudes, nos coutumes, nos traditions quand même par rapport à la solidarité qui était séculaire en tout cas au Mali. Donc l'idée encore une fois, c'est de cultiver vraiment entre nous cette solidarité. Le thème choisi cette année est la solidarité envers les victimes de catastrophes. Oui. Un devoir citoyen et un acte de civisme. Tout à fait. J'imagine que c'est dû au contexte actuel, avec l'hivernage. Quel message se cache derrière ce choix? Alors, donc, le message, en tout cas, que nous disons, cette année, nous avons reçu, en tout cas, comme vous le savez, beaucoup de victimes, un peu partout au Mali. Pas seulement à Bamako. Victimes d'inondation. Victimes d'inondation avec des décès, malheureusement, à leur âme, beaucoup de dégâts matériels et encore une fois, des gens qui ont perdu beaucoup leur ménage. Et c'est ce qui font qu'ils occupent aujourd'hui les écoles, etc. Alors, pour ce faire, pour que ceux-ci puissent savoir, bien entendu, que tous les Maliens, la population malienne en général, le gouvernement donc a choisi vraiment ce thème pour leur dire que nous sommes solidaires, bien entendu, aujourd'hui à leurs problèmes et nous empathissons et nous compatissons beaucoup vraiment à leurs problèmes et nous cherchons vraiment une solution pérenne à cela pour qu'ils ne soient pas aussi des exclus. Justement, quelle est la situation de ces sinistrés aujourd'hui à travers le pays? Alors, donc les sinistrés, nous disons aujourd'hui que chaque région, bien entendu, est concernée. Et comme vous le savez, à chaque semaine, il y a une réunion, en tout cas, de coordination au niveau du SEGOGEC, qui est dirigée par le ministère de la Sécurité, mais c'est multisectoriel, où nous faisons en tout cas la situation réelle vraiment de ces sinistrés. Disons que toutes les régions et le district de Bamako sont plus ou moins concernés, en tout cas, par ces sinistrés. Et quelles sont les actions concrètes qui sont envisagées en faveur de ces victimes d'inondation? Alors, donc les victimes, d'abord, en tout cas, il y a les actions de prévention qui est donnée en tout cas à d'autres ministères, et les actions de secours aussi qui est là. Mais maintenant, particulièrement pour le ministère de la Santé et du Développement social, c'est un peu géré aujourd'hui l'urgence. Ils entrent bien entendu dans le cadre de l'humanitaire, ce qui nous amène bien entendu à les pourvoir en kit de vivre et de non-vivre, à assurer vraiment leur santé et à essayer surtout de les mettre en tout cas dans des sites qui nous permettent vraiment de les suivre de façon continue sur le plan social, aussi bien sur le plan sanitaire, mais aussi de discuter dans ce groupe comment vraiment essayer quand même de relocaliser vraiment ces gens dans le contexte de dignité et pour qu'ils ne puissent pas manquer en tout cas grand-chose par rapport à ça. Voici une gestion quand même qui est là et les listes sont connues et bien entendu les répartitions en tout cas entre
que ce soit les écoles ou bien des zones, en tout cas qu'on appelle les zones sinistrées, sont connues et les actions de tous les jours, bien entendu, sont planifiées et dirigées par le gouvernement et ses partenaires pour que vraiment on puisse subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que les besoins primordiaux. Et si vous parlez de besoins primordiaux, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, donc, puisqu'ils ont tout perdu le plus souvent, que ce soit les vivres et les non-vivres, il s'agit des habits, il s'agit d'abord la nourriture. Il faudrait quand même leur donner une bonne alimentation, une bonne nutrition pour ce faire. Et c'est bien entendu d'assurer le quotidien tous les jours, parce que vous savez, tout de suite quand il y a les sinistres, on perd le tout. Donc nous pensons le plus souvent dans le cadre humanitaire au transfert de cash, c'est-à-dire l'argent qui permet à assurer vraiment les besoins aujourd'hui prioritaires. Et deuxièmement, assurer une disponibilité alimentaire pour que réellement, sur le plan nutritionnel, ils puissent en tout cas être nourris. Et sur le plan couchette, aussi bien que habillement, en tout cas pour que vraiment ceci puisse avoir en tout cas cela. Et après, encore une fois, voir dans quelle mesure, encore une fois, ils peuvent regagner leur domicile ou encore une fois, voir les voies et moyens de leur recasement. Et aussi, vous devez évaluer aujourd'hui la situation de façon générale, vos actions de façon générale en faveur de ces sinistrés. Tout se passe bien dans tout se passe à travers bien. le pays? Oui, merci beaucoup par rapport à ça. Par rapport à ça, nous félicitons vraiment les différents partenaires qui nous accompagnent, techniques et financiers, mais surtout la population vraiment malienne, où il y a une solidarité totale, et une solidarité malienne, il faut le dire, de façon spontanée, qui s'est levée autour vraiment de ces sinistrés qu'on est en train quand même d'assister. C'est vrai, mais vous voyez que le gouvernement vient de prendre en tout cas tout de suite une décision, c'est par rapport en tout cas à une sympathie, en tout cas pour ces sinistrés qui occupent les places pour ne pas les faire dégarpiller sans abri, les rendre sans abri, vous voyez. Donc c'est cette solidarité, donc c'est des actions positives. Et il y a, comme je vous l'ai dit, une réunion qui s'organise de façon périodique, en tout cas au niveau du CECOGEP, où des dispositions sont prises, non seulement pour la prévention, mais aussi comment gérer vraiment, encore une fois, leur situation, afin vraiment qu'ils puissent avoir, qu'ils ne puissent pas se considérer comme des exclus. Parlons du programme à présent. Vous avez décliné le mois de la solidarité en 4 semaines thématiques. Tout à fait. Peut-on savoir lesquelles? Ok, merci beaucoup. La première semaine qu'on vient de lancer, ça c'est un peu la première semaine, c'est la semaine des personnes âgées. Et deuxième semaine, ça c'est la semaine en tout cas des femmes et de l'enfant. Et troisième semaine, c'est la femme des personnes des personnes vivant avec handicap. Et quatrième semaine, ça c'est la semaine de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Et pourquoi ces différentes semaines? Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de chaque semaine? Ok, merci beaucoup. Donc, pourquoi cette semaine? Puisque nous avons vu, vraiment, comme on parle vraiment de mois de solidarité de l'exclusion, surtout de la lutte contre les exclusions, c'est l'implication de tout ce qui est couche sociale dans la lutte contre la solidarité et la lutte contre les exclusions. C'est pourquoi tous ceux qui est couche sociale, en tout cas, sont intéressés, en tout cas, par rapport à cela. Et c'est pourquoi les thèmes, et puis il y a un comité de pilotage aussi qui est là, et qui est multisectoriel, et bien entendu qui définissent non seulement le thème, propose les thèmes, mais aussi les thèmes par rapport aux différents groupes thématiques. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que tout cela est organisé? Quelles sont les différentes activités que vous menez durant ce mois de solidarité? Okay. Durant ce mois de solidarité, d'abord, le temps sera lancé en tout cas par la visite aux personnes âgées d'abord, donc par les autorités, les plus hautes autorités, non seulement la présidence, les institutions, et au niveau de Bamako et aussi au niveau des régions par les gouverneurs de région. Donc toutes les régions sont concernées, en tout cas par rapport à ça. Après, nous avons vraiment les activités de lutte contre la pauvreté. Et après, nous avons ce qu'on appelle les activités de renforcement de la protection sociale. La protection sociale et aussi les activités de formation, d'insertion professionnelle et de l'emploi. Et aussi les activités à l'accès aux différents services sociaux de base. Donc, d'où les consultations, en tout cas les prises en charge, surtout par rapport aux maladies prioritaires qui existent. Qui finance toutes ces activités? Alors, le financement, c'est le premier financeur, on peut le dire, c'est le gouvernement. Et nous sommes appuyés en tout cas par les partenaires dont je profite en tout cas ce plateau pour les remercier et les féliciter parce qu'au fait, dans
le comité de pilotage, ils en font partie et nous discutons les programmes ensemble, les différents partenaires que je ne vais pas en citer pour ne pas en oublier. Aussi des personnes de bonne volonté, surtout en tout cas au Mali, comme je l'ai dit, puisqu'au fait, ça fait 29 ans que nous sommes dedans maintenant, donc on s'est approprié quand même de cela. Il y a toujours des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent pour la réalisation vraiment de ces activités. Et quelle stratégie développez-vous pour atteindre le maximum de nécessiteux à travers l'étendue du territoire national? Okay. Donc nous avons un service de développement social aujourd'hui qui travaille en tout cas selon les bases factuelles à travers une base de données. Donc dans ces bases de données, nous avons vraiment le recensement non seulement des indigents, des personnes en situation difficile à travers le Mali et qui est connu et qui a une base de données. Et à partir de là, en ce moment, ils sont identifiés un peu au niveau vraiment de toutes les régions, les cercles, etc. Et donc, il y a une base centrale ici. Donc, ce qui fait que tout ce qui est personnes vulnérables, plus ou moins, de façon exhaustive, sont connus. Et donc, ça, c'est un. De deux, nous travaillons aussi vraiment avec les gouverneurs pour identifier encore une fois et tous ceux qui sont nécessités, parce qu'il y a le contexte, en tout cas aujourd'hui malien, où vous voyez tout de suite que l'hivernage vient encore de gonfler, si vous voulez, vraiment les chiffres, en tout cas par rapport au groupe cible. Et donc, toute situation, en tout cas, particulière qui est là, donc sont plus ou moins signalées au niveau de nos services techniques. Et puisque nous faisons ce qu'on appelle, encore une fois, au niveau du ministère de la Santé et du Développement Social, en ce moment, j'entre dans la santé, et tout ce qui est ce qu'on appelle la surveillance basée sur les événements. C'est vrai qu'on le prend sur le plan sanitaire, mais il y a sur le plan développement social, puisque tout événement qui n'est pas le plus souvent naturel et qu'on ne voit pas, nous disons bien entendu, depuis au niveau ménage, depuis au niveau vraiment de nos villages, de nous signifier cela. Cela va nous permettre encore une fois d'être proactifs afin d'identifier vraiment chaque situation ou bien les groupes vulnérables ou les groupes exposés vraiment à ces situations. Globalement, avez-vous une idée du chiffre de Maliens qui sont aujourd'hui dans le besoin? Je ne saurais vous le dire, mais j'avoue que c'est nombreux. Et donc, puisque nous, vous savez, dans cette base de données, quand nous donnons avec vraiment les cartes d'indigents et les cartes au niveau de l'ANAM, et qui concernent le plus souvent la prise en charge, en tout cas sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan réinsertion sociale. Alors nous avons nos cartes où nous les utilisons de façon périodique, c'est-à-dire à 3 ans. On essaye vraiment de faire quitter, en tout cas, un individu de son état d'indigent vers vraiment un état actif. Donc, c'est une base de données, en tout cas, qui est plus ou moins permanente et dont la mise à jour est toujours assurée, en tout cas, au niveau de la Direction nationale du développement social. Je ne pourrais vous dire exactement, en tout cas, qu'est-ce que le nombre vraiment de personnes nécessite. Et quelle appréciation faites-vous globalement de la situation humanitaire dans le pays aujourd'hui? Alors, la situation humanitaire, j'avoue que je profite de ce plateau pour remercier encore une fois vraiment les partenaires, les humanitaires qui nous accompagnent. À chaque semaine, nous faisons bien entendu la situation des déplacés, la situation de retour, en tout cas au niveau des villages, des personnes déplacées, les retours volontaires, la situation surtout des réfugiés, la situation des catastrophes et tout, et qu'on examine aujourd'hui en réunion de cabinet et qui a envoyé au conseil de cabinet pour l'appréciation vraiment du conseil de cabinet. Donc de façon hebdomadaire, le conseil des ministres, je vais dire, le conseil des ministres avisé en tout cas par rapport à cette situation humanitaire. Alors cette situation humanitaire, nous disons que le gouvernement et ses partenaires, nous essayons quand même de donner une réponse vraiment à l'urgence. Alors, en donnant une réponse à l'urgence, en ce moment, nous, avec les humanitaires, nous avons vraiment un plan. Et à travers vraiment ce plan, les stratégies sont plus ou moins dégagées avec les activités en faveur vraiment de cette situation humanitaire. Parce que je vous dis très rapidement, en 2024, le ministère de la Santé et du Développement Social, nous, on avait bien entendu opté
pour le retour programmé et le retour, bien entendu, volontaire de se déplacer au niveau vraiment de leur site, en faisant ce qu'on appelle un peu de relèvement au niveau vraiment de leur site d'origine et en mettant en place, en tout cas, ne serait-ce que les services sociaux de base répondant vraiment à leurs besoins et de les mettre dans les vies actives en organisant, bien entendu, en finançant les activités génératrices de revenus qui les permet vraiment d'entrer vraiment dans la vie active. Ça, c'était vraiment notre objectif. On est là-dessus et cela se fait en compagnie avec, bien entendu, les humanitaires avec lesquels nous avons un cadre de concertation animé vraiment de façon trimestrielle où nous justement, discutons. comment est-ce que vous parvenez à coordonner vos actions avec ces acteurs intervenants dans l'humanitaire? Merci beaucoup. Justement. C'est l'un des objectifs aujourd'hui dans les perspectives. C'est comment coordonner, comment fédérer les moyens et comment, bien entendu, agir de façon synergique et pas de façon dispersée, en rang, bien entendu, groupé. Et c'est ce qui fait que ce cadre existe. Donc, ce cadre existe pour discuter, puisqu'au fait, nous avons ce qu'on appelle une répartition géographique de ces partenaires et qui travaillent en tandem avec nos services de façon périphérique et qui remontent en tout cas les informations. Et donc, en ce moment, là où l'État n'est pas, alors nous comblons cela vraiment avec les humanitaires, mais toujours piloté par le gouvernement. Parlons à présent des parrains. Oui. Expliquez-nous comment s'effectue le choix des parrains et marraines. D'abord, le parrain national. D'accord. Merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours sur proposition du comité de pilotage. Il y a un comité de pilotage multisectoriel où il y a tous, non seulement les services dedans, mais aussi la société civile. Je crois qu'ils occupent même la vice-présidence de la société civile. Donc, ils font en tout cas les propositions selon vraiment des critères bien définis. Aujourd'hui, nous avons le professeur qui est une sorte d'icône, une référence en tout cas au niveau national. Professeur Jean Bosco. Il est historien. Je rappelle qu'il est le parrain national de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Tout à fait. Et vraiment, ce sont ces parrains qui sont adoptés au cours vraiment du Conseil des ministres. Et donc, comme cela, il y a des critères bien définis. Jean Bosco, comme vous voulez le dire, il est très bien connu. Je crois qu'à l'URTM, on a lu vraiment une bibliographie bien fournie en tant que telle. Donc, vraiment, c'est de cela qu'il s'agit. Je crois que la première semaine, la semaine des personnes âgées, c'est Kadja Togola, qui est la présidente de l'Association des femmes musulmanes. La deuxième semaine, ça c'est pour l'enfant et la femme et l'enfant. Ça c'est Madame Sangare Umumba, qui fut ancien ministre. Et troisième semaine, la semaine des personnes vivant avec handicap, ça c'est M. Eli Kamate, qui fut coordinateur de l'ONG Saïd Saver et qui s'est beaucoup investi vraiment dans la lutte contre les handicaps. Aussi, quatrième semaine, ça c'est la semaine de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Et c'est l'ancien footballeur Sédou, Keita dit Sédou Blin, que tout le monde connaît un tout petit peu, non seulement par rapport sur le plan footballistique, mais aussi aujourd'hui sur le plan entrepreneurial, qu'on vient quand même d'inaugurer vraiment ces usines. Donc, c'est à partir des critères bien définis qu'on propose en tout cas cela aux autorités. Et quel rôle jouent-ils, ces parrains? Alors, donc d'abord par rapport à leur incarnation d'abord sociale, donc ce sont des références un tout petit peu, on le prend, par rapport à leur parcours. Et donc, vraiment, déjà, ils présentent un modèle dans la société. Ça, c'est un. De deux, encore une fois, leur rôle, vraiment, c'est de sensibiliser. Je crois que déjà, vous avez vu la marraine de la première semaine, en tout cas, en s'adressant aux uns aux autres, en les invitant, bien entendu, encore une fois, à écouter le gouvernement, les conseils, en tout cas, des services techniques. Donc, c'est des gens, quand même, qui, par rapport à leur présence, nous facilitent vraiment la sensibilisation de leur groupe cible pendant leur semaine. Vous avez dit que ce mois de la solidarité est marqué par plusieurs journées, notamment la journée Octobre Rose. Vous avez parlé de la journée de la Canne Blanche. Parlez-nous de ces différentes journées et leurs objectifs. L'Octobre Rose, tout simplement, comme on le dit, c'est un peu le mois, encore une fois, qui est totalement focalisé sur la lutte contre les cancers, en général, et surtout les cancers féminins.
Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons dit que le profil au niveau de la santé a totalement changé au niveau vraiment de notre pays. Le cancer est devenu un véritable problème de santé publique. Alors pour ce faire, donc la prise en charge étant un véritable problème, en tout cas est très très difficile. Donc il faut aller vraiment sur la promotion de la prévention, c'est-à-dire la promotion de la santé en faisant un focus sur la prévention. Et pour ce faire, ce mois est dédié à cela pour que vraiment les facteurs de risque puissent être connus et comment se prémunir de cela et comment faire en tout cas les diagnostics précoces afin de faciliter la prise en charge. Alors la canne blanche, c'est encore une fois les personnes vivant avec les handicaps, c'est toujours les rappeler que la société, surtout au Mali, personne n'est exclu et tout le monde est dans la vie active, et de dire encore une fois de les mettre vraiment dans la vie active. Et aussi, nous avons la journée des personnes âgées qui est inclue comme première semaine. Et encore, nous avons la journée de la santé mentale. Aujourd'hui, nous savons avec le contexte actuel, donc il faudrait vraiment booster surtout la santé mentale au niveau vraiment de nos structures, encore faire des préventions par rapport à nos comportements de tous les jours pour que réellement nous puissions comprendre les facteurs de risque et les facteurs favorisants quand même par rapport à la santé mentale. Est-ce que vous avez les moyens en termes de ressources humaines, de ressources financières pour relever tous ces défis? C'est ça. En termes, bien entendu, de ressources humaines, il n'y a pas de problème. Nous avons les ressources qualifiées, en tout cas pour ce faire. Puisque je l'ai dit encore une fois, c'est une promotion de la solidarité. Et quand on parle de promotion, c'est un processus continu et permanent, et qui permet en tout cas encore une fois de changer de comportement, d'amener un changement de comportement les uns et les autres. Donc pour ce faire, nous avons bien, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'apanage du seul ministère de la Santé. Donc vraiment c'est une action intergouvernementale. Donc avec cette solidarité, donc nous avons vraiment les ressources humaines comme il faut. Alors les ressources financières, vous savez, le gouvernement et ses partenaires, nous faisons ce qu'on appelle le mieux. Comme c'est tout simplement inciter les uns et les autres un tout petit peu à changer de comportement, à être solidaires entre nous et surtout à identifier quelques, disons, des groupes vulnérables qui sont vraiment dans une situation de précarité et essayer de faire, en tout cas, de les amener à sortir de cet état de précarité pour venir, en tout cas, dans une vie très active. Alors, les moyens, c'est vrai qu'on peut dire que c'est insuffisant, mais j'avoue qu'avec cette volonté, encore une fois, affirmée, et de la population, on peut quand même atteindre nos objectifs. Le mois de la solidarité, mois d'octobre, au-delà de ce mois, qu'est-ce qui est mis en place pour sensibiliser davantage les populations à rester solidaires envers ceux qui en ont besoin? Tout à fait. Alors, donc nous avons le mois de la solidarité qui est un mois de plaidoyer, un mois vraiment encore de rappel aux uns aux autres par rapport à cela. La solidarité, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et ça fait partie vraiment de nos quotidiens au Mali. Et c'est clair et net, mais ce n'est un rappel. Et pour ce faire, il y a le service de développement social, le ministère de la Santé comme son nom et du développement social. Il y a vraiment cette promotion qui nous appartient. Donc, à travers nos services, en tout cas périphériques, nous avons bien entendu des créneaux qui amènent toujours les gens, en tout cas, à être solidaires entre eux et à amener vraiment les actions de solidarité et à faire des actions non seulement humanitaires et des actions vraiment de développement social. Et surtout, vraiment, dans le contexte aujourd'hui malien où tous les jours, bien entendu, les cibles augmentent de jour en jour. Après 29 éditions, docteur, quel bilan faites-vous de l'organisation de ce mois chaque année? Ok, merci beaucoup. Donc, nous avons le bilan, on peut le dire que c'est positif. Comme je l'ai dit, il y a déjà la société civile s'est accaparée, en tout cas, c'est dompté de cela, puisqu'ils font partie du comité de pilotage et qui, en tout cas, a amené les uns et les autres vraiment à garder cet élan de solidarité. En matière vraiment de renforcement de lutte contre la pauvreté, nous savons bel et bien que ce mois de solidarité a été un instrument positif vraiment de diminution de la pauvreté pour le gouvernement. Et deuxièmement, maintenant, par rapport à la protection sociale, vous savez, le ministère de la Santé et du Développement social, nous avons opté pour la couverture sanitaire universelle. Et cette couverture sanitaire passe par le régime RAMU.
Alors donc dans le RAMU, vous êtes par exemple un assuré parce que vous êtes salarié, mais donc il y a vraiment des exclus qui sont là. Et en ce moment, ces indigents ont un régime qu'on appelle RAMED. Et donc ces RAMED nous permet vraiment non seulement de subvenir aux besoins aujourd'hui sur le plan sanitaire, mais aussi un accompagnement qui les permet, comme je l'ai dit, de quitter vraiment cet état vers un état productif. Donc ces régimes sont là, et donc c'est le maillage de tous ces régimes avec totalement, quand vous quittez l'état d'indigénat et que vous devenez vraiment dans le secteur informel, maintenant comment organiser ce secteur informel en mutuelle? C'est le maillage vraiment de ces systèmes de protection sociale qui nous permet de faire ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Donc on a vu que les bases sont là, c'est déjà jeté. Le ministère de la Santé est en train quand même d'adopter des textes pour qu'on puisse avoir au moins, en tout cas, un support juridique et administratif qui nous permet vraiment d'aller vers cela. Donc ça, c'est un bilan aussi positif que cela. Et deuxièmement, aujourd'hui, nous avons en tout cas un élan de solidarité envers vraiment les couches vulnérables que nous savons vraiment au niveau de nos sites des déplacés et au niveau des sites des sinistrés. Très bien. En termes de perspective, qu'est-ce qui est envisagé en vue de soulager davantage les populations vulnérables? D'accord. En termes de perspective, c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est comment organiser vraiment tout ce qui est action humanitaire, et fédérer tout cela afin d'avoir une synergie d'action pour que cela puisse avoir un impact sur vraiment les besoins des nécessiteux. Et deuxièmement, encore une fois, comment organiser vraiment surtout les groupes vulnérables afin qu'ils puissent accéder aux services sociaux de base et de proposer vraiment des mesures, en tout cas soutenables par le gouvernement, afin que tous les Maliens soient concernés, en tout cas ne serait-ce que par le développement. Si vous avez un message particulier à lancer, qu'avez-vous envie de dire aujourd'hui aux Maliens qui vous suivent? D'accord, ce que je vais vous dire, d'accord, c'est pour dire tout simplement que restons comme Maliens. Donc gardons cette solidarité que nous avons vraiment, on a hérité de cela. Mais aussi j'appelle vraiment les Maliens en tant que de croire aux autorités, d'abord de croire au bon Dieu, comme nous sommes des religieux, croire à nos religions, croire aux autorités tant administratives que politiques, croire à nous-mêmes pour que réellement nous puissions quitter vraiment cette situation et être bien entendu actifs. La solidarité est un tremplin, en tout cas, est une belle opportunité pour nous autres Maliens pour le développement de notre pays. Chaque pays a sa façon bien entendu de se développer. Nous pouvons quand même nous développer à travers vraiment de ce que nous faisons, c'est-à-dire de ce que nous avons hérité comme coutume, comme culture, etc. Vous avez quelques activités phares à organiser également, si vous avez une invitation à lancer aux populations? Tout à fait. Donc, nous aurons quand même, on l'a lancé, donc à partir du 10 octobre. Je crois que ça, c'est un peu la visite aux personnes les plus âgées, mais aussi le lancement du mois d'octobre, octobre rose, et la journée de la santé mentale, vous comprenez tout simplement. Encore bien, il y a aussi les journées de la canne blanche. Donc, c'est pour inviter les uns et les autres vraiment à participer aux activités vraiment de solidarité de ce mois pour que réellement ce mois soit en tout cas une belle réussite. Docteur Abdoulaye Guindo, vous êtes secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Encore merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Oui. Et c'est ce qui met fin à ce numéro de l'invité de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir. Merci.